compatriotes de l'Est de la République, victimes de l'éruption volcanique des Nyiragongo. Bonjour et bienvenue à tous. Sommet extraordinaire de la communauté du développement de l'Afrique australe, ses assises de Maputo consacrées exclusivement au terrorisme qui sévit dans la sous-région, particulièrement en République démocratique du Congo et au Mozambique. Ces deux pays sont victimes d'une autre forme de terrorisme. En République démocratique du Congo, les groupes des rebelles sont à la base de plusieurs massacres des civils et depuis 2014. Et les images que vous allez suivre, l'arrivée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et président en exercice de l'Union africaine à Maputo. Suivez ces images. Devant participer au sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC qui se tient dès ce mercredi 23 juin dans la capitale mozambicaine Maputo, le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a foulé le sol mozambicain ce mardi 22 juin à 20h20 heure locale. À la descente d'avion, il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères ainsi que sa collègue du tourisme du Mozambique. Côté congolais, on a noté la présence du ministre de l'intégration régionale, Didier Mandengou, et du conseiller principal du chef de l'État en charge de la diplomatie, Christian Bouchiri Ongala, qui explique ici le contexte du dit sommet. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des attaques terroristes ici dans la province de Cabo Delgado avec plusieurs morts et des déplacés. Donc le sommet extraordinaire de demain est convoqué pour que les 16 pays membres de la SADC puissent se prononcer sur la situation du terrorisme dans le continent et particulièrement dans la sous-région, dans la région de la SADC où le danger permanent, ça peut partir de Mozambique et embraser tout le reste des pays. Donc les chefs d'État ont senti l'intérêt de se pencher sur ces sujets. Et donc le président de la RDC, notre président, comme président de l'Union africaine, est attendu sur ces sujets-là et donner sa position. Et donc vous comprenez ipso facto que c'est des sujets qui préoccupent au plus haut point la RDC. Nous sommes dans la même configuration que ce qui se passe dans ce pays ici. Le terrorisme étant traité comme un danger transfrontalier et international, la participation de la République démocratique du Congo à ce forum vaut son pesant d'or dans la mesure où notre pays, dans sa partie est, est confronté à la même situation que le Mozambique. Face aux multiples attaques armées dans ces deux pays, les 16 chefs d'État et de gouvernement membres de la SADC vont réfléchir sur des stratégies communes pour combattre ces terrorismes qui frappent particulièrement la région Mozambique, Cabo et les provinces du Nord Kivu et des littoraux, tous en République démocratique du Congo. Abigail, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, cette fille d'une vingtaine d'années qui s'est fait casser les bras droits suite à la violence policière alors qu'elle revendiquait avec ses collègues devant la mairie de Beni pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Abigail est arrivée à Kinshasa pour des soins médicaux. Suivez ce reportage. Élève préfinaliste en agronomie, Abigail fait partie d'élèves de Beni qui avaient manifesté pour faire entendre leur voix auprès du chef de l'État face à la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Beni et ses environs. Brutalisée par les forces de l'ordre, elle s'en est sortie avec un bras cassé. À la faveur de la tribune populaire organisée par le chef de l'État à Beni, Abigail a raconté son calvaire au chef de l'État qui a décidé d'assurer des soins de santé adéquats à la victime. Arrivé à Kinshasa ce mardi par un régulier de CAA, l'élève Katungu est resté très ému par cette grandeur d'âme du chef de l'État. Dès ce mercredi, elle sera reçue par un médecin spécialiste dans une grande formation médicale. Suivant la volonté du chef de l'État, Abigail va terminer ses études secondaires à Kinshasa avant de s'inscrire à la faculté d'agronomie à l'université de Kinshasa. L'élève Katungu a remercié le chef de l'État. Nafurahi sana chef de l'État kunikamata a charge bapara wakasha kosa makuta kunitunzisha nina raha sana. Au cours de son entretien avec les forces vives de Beni, le chef de l'État avait demandé pardon pour cette bavure policière. Entre-temps, une enquête a été ouverte pour retrouver le coupable.
État de siège décrété dernièrement par le chef de l'État dans la province du Nord Kivu, les FARDC continuent de récupérer les zones autrefois occupées par les rebelles. Le gouverneur militaire est descendu lui-même à Kichanga pour palper du doigt. Images et commentaires. C'est dans sa casquette de gouverneur militaire de province et a aussi en charge les opérations que le lieutenant-général Ndima Kongba Constant s'est rendu ce lundi 21 juin à Kichanga, cité située à cheval entre les territoires de Rutshuru et celui de Massissi, à plus ou moins 120 km au nord-ouest de Goma, pour recevoir des mains du commandant secteur opérationnel Sokola 2 Nord Kivu, 73 armes et 134 rendus issus des différents groupes armés, dont CMC Nyatura Dedoni, FDLR Foka, Nyatura Bazungu et AP Céleste de Janvier Karaïre. Il s'agit en effet d'un bilan d'1 mois et 10 jours de pression des forces armées de la République démocratique du Congo sur ces détenteurs illégaux d'armes à feu dans le cadre de l'état de siège tel que voulu par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Dans le cadre de l'état de siège, mokonzi ya mboka atindi biso toye mpona koimposer la paix. Nakoyebisa na bandeko na biso wana mpo bazali bana Congo ete ntango bazwaki mandoki balobi bazali kobatela ekolo na biso mpona bapaya. Me lelo rezo wana ezali lisusu te. Na yango toyei mpona konegosie na bango te ngonga ya négociation esi esilaki. Na prayi. À cet effet, la population de la place, qui a tant souffert du comportement de ces détenteurs illégaux d'armes à feu, n'a pas manqué de mots. Kibandi kimepunguka, peut-être kitaendelea kupunguka. Ile inanifurahisha. Babibi yetu walikuwa na babaka, basika yetu banababaka, watoto yetu banauawa, banabakata bichwa, na njo vile ikiwezekana iki militeri ya kusema njo yenye imekuwa leta ya kuchungulia vyote. Inaweza wezekana kukata ubaya wa Kibandi. Mimi nashukuru sana na mimi nafurahi sana kuona wale wa ndugu wetu wa Maimai walikuwa wanatusumbua sana. She tunatoka kunivo ya Goma ama Bukavu, tulikuwa tunaogopa kufika hapa Kichanga, lakini kwa leo tunajisikia tuko huru, tunauzisha biashara, hata hakuna probleme. Mimi nashukuru sana kuona gavana wetu amefika mahali hapa. Mimi nafurahi sana kabisa, sana tena sana. Notons que plusieurs autres redditions sont en gestation dans notre zone de responsabilité. Il s'agit du résultat de l'état de siège tel que prôné par le commandant suprême, la reddition qui vient de s'opérer aujourd'hui. Nous vous signalons aussi que cette reddition vient de s'effectuer pendant que le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, poursuit son séjour ici en province du Nord Kivu. Depuis Kichanga, à plus de 120 km de la ville de Goma, Major Njike Kaiko Guillaume pour Éco-Militaire. À Goma, la fête de la République démocratique du Congo est allée au chevet des sinistrés du volcan Nyiragongo. Ces familles qui ont vu leurs habitations consumées lors du passage de la lave, ces compatriotes occupent des salles de classe malgré la reprise des cours. Devant l'urgence, les abris provisoires sont en construction et la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, leur a rendu une visite de réconfort. Salle de classe le jour, dortoir la nuit. Dans ce locaux, les bancs, ustensiles de cuisine et autres bagages se partagent l'espace. Depuis maintenant plusieurs jours, les élèves de l'épée Kanyarosinia composent avec les 485 familles sinistrées du Nyiragongo, dépourvues de tout. La première dame de la République a palpé cette triste réalité qui perturbe l'instruction de 1000 élèves inscrits dans cette école. Gracieusement, le diocèse de Goma a offert un espace non loin pour y construire des logements. Le soutien de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi aux actions du gouvernement permet depuis quelques jours au génie militaire de construire des abris provisoires. Le chantier avance à grands pas malgré les intempéries. Ici, nous allons construire 1000 maisons avec les plans que vous voyez. Ce sera des maisons provisoires en tôle, mais avec bâche tout autour. Ça nous prendra 25, plus ou moins 30 jours. L'épouse du chef de l'État a pris langue avec se déplacer, un soutien moral face aux difficultés qu'ils éprouvent pendant leur cantonnement dans ce site.
Je suis venu vous consoler après ce qui s'est passé et vous apporter un soutien matériel. Vous avez eu à manger, vous en aurez encore. Le gouvernement ne vous a pas oublié. Nous sommes aussi là pour suivre votre situation. Vous avez vu les maisons en construction. Très bientôt, vous allez vous y installer. Que Dieu vous protège et vous accorde une meilleure santé et sécurité. Comme dans ses habitudes, Denis Diakerou Tshisekedi est venu les mains chargées pour soulager, dans la mesure du possible, ces nombreuses familles. Des vivres, vêtements et autres produits de première nécessité ont été remis aux responsables du site. Les remerciements à la première dame et à sa fondation étaient sur toutes les lèvres. Avant de quitter l'épée Kanyarusigna, la messagère du peuple a pris le temps d'enregistrer les doléances des différents ordres et a promis de les transmettre aux autorités compétentes. À Kinshasa, la Société financière internationale émet le vœu de coopérer avec la République démocratique du Congo pour le développement aussi dans les pays, l'usage du crédit bail par les petites et moyennes entreprises. C'est ce qu'on peut retenir du tête-à-tête entre le Premier ministre et le directeur régional de l'Afrique centrale de l'Ouest en visite à Kinshasa. Pati Tondango, Marcelin Moubenga sur les images de Bienvenue Moussala. Le problème de l'énergie au centre des discussions entre le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge et une délégation de la Société financière internationale, groupe de la Banque mondiale, conduite par son directeur régional de l'Afrique centrale et de l'Ouest, Aliou Maïga. Les deux parties ont ainsi évoqué la question du développement de ces secteurs en République démocratique du Congo pour les biens des entreprises, de foyers et des biens d'autres secteurs, étant donné que l'énergie est le moteur de tout développement économique. Donc, nos discussions ont porté essentiellement sur le développement du secteur privé en République de RDC. Alors, le secteur où on a le plus de projets en cours, c'est l'énergie, où on a un programme de mini-grid qui sera une première en Afrique pour nous, en RDC, dans lequel on compte investir autour de 400 millions dans les prochaines années, à commencer par une première phase de 150 millions dans 2 localités qui sont en train d'être identifiées. Ensuite, on a un projet de producteur indépendant de l'électricité de 100 MW, donc de solaire, et également là le niveau des investissements en gros c'est 100 millions de dollars. Mais pour faire ce projet-là, il faut qu'on travaille ensemble avec le gouvernement, la Banque mondiale et nous pour continuer à réformer le secteur de l'électricité, continuer à assainir le secteur et notamment la Société nationale d'électricité pour pouvoir attirer les investisseurs privés. Un autre projet intéressant aux deux parties est celui des petites et moyennes entreprises dont la Société financière internationale attend financer un modèle de crédit bail pour permettre aux PME d'avoir un nouveau souffle de financement. Le crédit bail, c'est probablement un des outils les plus importants pour financer les PME. Vous savez, une des contraintes les plus importantes dans nos pays pour l'accès au financement, c'est les garanties que les banques demandent, sous forme de terrain ou de bâtiments. Et pour les PME qui n'en ont pas, il reste en dehors du financement du secteur bancaire. Le crédit bail permet d'utiliser l'équipement financier comme la garantie. Mais pour que le crédit bail puisse marcher, il y a des aspects fiscaux dans beaucoup de pays qui ne favorisent pas son développement par rapport aux prêts classiques. On a travaillé sur la réforme du cadre réglementaire du crédit bail pour qu'il puisse vraiment favoriser le développement du crédit bail. Par exemple, de tout ce qui est service aux miniers, il y a besoin d'équipements. Et les PME locales pourraient, s'ils avaient accès au financement, acquérir les équipements et puis fournir ces services-là. Même chose pour l'agriculture. Selon les chefs de cette délégation, Aliou Maïga, son institution travaille déjà sur la réforme d'obtention du crédit bail pour permettre aux PME non éligibles d'en obtenir facilement. Comme je le disais dans les titres, gestion de la Covid-19, les mesures prises par le gouverneur de la ville de Kinshasa assorties d'une série d'amendes ne sont pas sans conséquences. Taxis, taxibus et motos ont revu à la hausse le coût
du transport à Kinshasa. Ces mesures salutaires ont mis en difficulté les usagers des transports en commun qui ont passé les heures dans les arrêts de bus pour trouver un moyen de déplacement. Les Kinois déplorent cette situation qui impacte sur l'heure sociale et ce matin, quelques-uns étaient dans la rue, comme en témoignent ces images. Sur ces plateaux, nous recevons Odilon Kayumba qui va nous parler de la température à Kinshasa. Bonjour et bienvenue Odilon. Bonjour Bobo Mokosi. Les transports en commun est difficile à Kinshasa, trop de gens dans les arrêts de bus. Comment expliquer cette situation, Odilon? Effectivement, Bobo, il faut le dire, la situation des transports en commun aujourd'hui à Kinshasa est très difficile. Les Kinois ont eu du mal à se déplacer d'une commune à une autre. Les plus courageux qui ont osé affronter cette situation au niveau des arrêts de bus ont carrément rebrouché ses mains, c'est-à-dire sont rentrés à la maison, sans parler des élèves qui ne sont pas allés à l'école, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu du transport. En fait, parce que les transports étaient tellement difficiles et les élèves, les parents n'ont pas amené leurs enfants à l'école. Voilà un peu la situation que nous avons vécue ce matin et les informations qui nous parviennent à cette situation difficile continue. Au-delà de tout, c'est quand même bien, même salutaire pour leur propre santé, Odilon. Oui, effectivement. En fait, ce qui est à la base de cette situation difficile de transport en commun, c'est suite aux mesures, il faut qu'on le dise, c'est suite aux mesures prises par le gouverneur Jean-Tini Ngobila, le gouverneur de Kinshasa. Ces mesures, il faut le dire, ces mesures ne passent pas auprès d'un grand nombre de conducteurs, tout simplement, parce que je vais aller droit au but. Selon les mesures du gouverneur, au niveau du transport en commun, pour éviter toute propagation du virus, toute contamination au niveau du transport en commun. Il faut au moins, dans un taxi, il faut 3 places pour la clientèle et la 4e place, c'est pour les chauffeurs. Et dans les taxis-bis, il faut que toutes les places d'assises soient occupées par des gens qui se mettent debout, tout ça. Et pour les transporteurs, c'est-à-dire pour les chauffeurs, cette forme de mesure vient les contraindre, c'est-à-dire ils ne vont pas être productifs comme ils l'ont toujours été par rapport au versement au niveau des propriétaires des véhicules, c'est-à-dire que ça ne passe pas chez les conducteurs de véhicules, chez les transporteurs. Bref, c'est un peu ce que je qualifie d'un manque à gagner, c'est travailler à perte selon le conducteur ou soit les transporteurs au niveau du transport en commun. Oui, d'une manière brève, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses reviennent à la normale? Oui, effectivement, il faut que les gouverneurs prennent le courage d'affronter l'association de chauffeurs qui existe d'ailleurs à Kinshasa pour essayer un peu d'harmoniser les vues, parce que vous savez, Kinshasa c'est une mégalopole, une population estimée à plus de 18 000 habitants. Et vous imaginez si les transports en commun sont paralysés, c'est du chaos. Et aujourd'hui nous l'avons vécu, il y a des gens qui ont marché pour atteindre leur poste de travail, ils ont fait le pied, ils ont payé même le double des transports qu'ils payent chaque jour, et ce n'est pas bien. Donc il faut que le gouverneur prenne le courage d'affronter l'association des chauffeurs qui l'a toujours abordé dans des situations difficiles pour qu'on trouve quand même une solution par rapport à la situation que nous continuons à vivre aujourd'hui, c'est-à-dire les transports en commun très difficiles. Et je pense aussi que, parce qu'il faut quand même, il faut équilibrer les mesures qui ont été prises aussi par le gouverneur, ce ne sont pas de mauvaises mesures, c'est des mesures pour protéger la santé du public. Vous imaginez même les chauffeurs aujourd'hui qui ont cloué leurs véhicules au niveau des maisons pour dire que voilà, ils vont travailler à perte. Et aussi, ces mesures les concernent pour protéger non seulement leur propre santé, mais aussi la santé de leur progéniture, c'est-à-dire de leur famille. Donc, il ne faut pas qu'ils voient d'un mauvais œil, c'est-à-dire les mesures qui ont été prises par le gouverneur, c'est des mesures pour nous tous, pour nous protéger contre le virus. Mais là, vous m'avez posé la question de savoir comment faire en sorte que faire pour que la situation revienne à la normale. Comme je l'ai dit tantôt, il faut que le gouverneur prenne langue avec les chauffeurs et ils vont trouver une solution et la situation va revenir à la normale. Parce que nous ne pouvons pas continuer avec cette situation qui a paralysé. Vous savez, si le transport est chaos, ça a un impact aussi sur la vie sociale, sur les marchandises que les gens vont acheter. Et la ville, c'est pas où est-ce qu'elle va aller. Donc voilà.
Merci beaucoup Odilon d'être passé. Merci beaucoup. Je rappelle que Odilon Kayumba est analyste maison. Il est venu faire le point sur la situation de transport difficile aujourd'hui à Kinshasa. Et puis ces rapports des experts scientifiques, rapport qui ressort d'une série d'études d'évaluation d'un suivi des personnes qui ont été administrées le vaccin contre le Covid-19. Suivez ce reportage. Aucun cas indésirable grave n'a été enregistré parmi les 25 000 personnes vaccinées avec AstraZeneca contre la Covid-19 en République démocratique du Congo. L'option a été levée par le Conseil scientifique national que la population congolaise peut se faire vacciner en toute sûreté en attendant que le gouvernement diversifie les types de vaccins. Du 8 au 9 juin 2021 à Kinshasa, les experts en préparent à la table ronde scientifique ont minutieusement examiné cette question de vaccination qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, rendant sceptique la population congolaise. Dans leur rapport synthèse, ils recommandent l'AstraZeneca comme vaccin efficace contre la Covid-19 et demandent à la population congolaise de ne pas se fier aux spéculations. Les experts ont constaté qu'il y a plus ou moins 25 000 personnes qui sont déjà vaccinées. Et à ce jour, aucun incident grave n'a été observé. Nous avons aussi proposé qu'il y ait quand même une structure pour gérer les catastrophes naturelles, une structure nationale. Il y a des structures éparses, mais une structure nationale pour gérer les catastrophes naturelles. Ce rapport synthèse a été soumis au ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, José Pandakabangu, qui à son tour va le transmettre au Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Le patron de la recherche scientifique a félicité ses chercheurs et leur a enjoint de se pencher également sur la problématique de l'identification d'un répertoire de chercheurs et sur la question de l'exploitation du gaz méthane. Un autre sujet phare examiné lors de ces assises tenues à Campo Hotel et la gestion du volcan Nyiragongo. Ces experts ont recommandé à l'exécutif national de doter l'observatoire volcanologique de Goma des moyens logistiques adéquats pour un suivi méthodique de l'évolution du volcan de Goma dans la province du Nord Kivu. Et le ministre d'État en charge du budget, Aimé Bougie, a ouvert les travaux du séminaire d'orientation budgétaire pour les cadres budgétaires moyen terme 2022-2024 avec l'appui de la Banque mondiale. Ricky Ndouzi pour les détails. Transparence, participation citoyenne et redevabilité, poutre et maîtresse du processus budgétaire en RDC avec le séminaire d'orientation budgétaire lancé ce mardi 22 juin par le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Bougie Sangara. Dans le strict respect des mesures barrières, l'activité a été étendue dans 3 salles différentes, avec la participation des experts les plus pointus du gouvernement de la République en matière des finances publiques, les commissions ECOFIN du Parlement, le patronat, le syndicat public, la société civile et autres partenaires techniques et financiers dont le COREF profite Congo. La gestion budgétaire reste une préoccupation majeure pour son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soucieux de voir le programme d'action du gouvernement, piloté par son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, être mis en œuvre à la hauteur des ambitions budgétaires que le gouvernement s'est fixées. En effet, il s'agit pour le gouvernement d'élaborer un budget ambitieux et réaliste, axé à la fois sur la lutte contre la pauvreté et sur l'impulsion d'une croissance économique soutenue. Occasion pour débattre des choix et options, ainsi que des orientations des priorités des politiques publiques contenues dans le cadre budgétaire moyen terme 2022-2024 et du budget 2022 élevé à 12 milliards de dollars. Les participants vont enrichir ce cadre au moyen d'amendements en vue de son amélioration afin de dégager un point de vue concerté entre les partis et une appropriation tous azimuts de politiques publiques pour les budgets 2022, a renseigné le secrétaire général au budget, ce avant de projeter le recensement et l'identification des voies et moyens additionnels pour mieux assurer le financement du programme d'action du gouvernement. Climat des affaires en République démocratique du Congo, la Société financière internationale porte son soutien à la République démocratique du Congo, une façon pour elle d'accompagner la RDC à améliorer le climat des affaires. Patrick Michel Moukoui pour les détails.
L'intérêt particulier accordé à la République démocratique du Congo par la Société financière internationale se justifie par l'immensité du potentiel congolais et sa volonté exprimée d'un développement durable. Auprès de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, cette entité du groupe de la Banque mondiale en charge du secteur privé est venue exposer ses intentions d'appuyer le secteur d'investissement congolais qui donne de plus en plus un meilleur visage à travers l'ANAPI au-delà des difficultés de tout ordre. Le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzokamole, a mis à la disposition de l'équipe de la SFI des informations nécessaires sur les ambitions du pays dans ce secteur tel qu'orienté par la vision du chef de l'État. La République démocratique du Congo est un pays très important en Afrique. Un pays se définit par les investissements et les affaires. Le rôle que joue l'Agence de promotion des investissements de façon générale, qui couvre non seulement la promotion de l'image du pays au niveau investissement, mais aussi l'attraction des investissements spécifiques et l'accompagnement des investisseurs. On a eu des discussions très productives et on s'est engagé vraiment à travailler ensemble pour pouvoir faire avancer l'agenda du gouvernement et de l'ANAPI. Les arguments des deux parties ont convergé vers un appui au secteur des petites et moyennes entreprises, beaucoup plus en province pour créer une émulation et promouvoir la culture financière auprès des opérateurs des petites et moyennes entreprises. Au regard de ces échanges, une collaboration se dessine entre l'ANAPI et la SFI pour une meilleure promotion des investissements et un assainissement complet du climat des affaires dans le pays. La République démocratique du Congo fait partie des pays producteurs de manioc avec la Brésil, d'où cette journée porte ouverte de l'Institut national d'agriculture tropicale. Question de préparer les producteurs et les agriculteurs à la production de manioc, menacé par l'Estruire brune. Au bout de 7 années de recherche menées à Katogota, dans le Sud Kivu, le chercheur de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique et ceux de l'Institut international d'agriculture tropicale, ITA, ont évalué les résultats de leurs recherches et procédé à la sélection variétale des clones de manioc pour la résistance à la struire brune. Cette démarche consistait à soumettre les variétés améliorées de manioc cultivées en République démocratique du Congo au stress de la struire brune. Au nombre de 30 génotypes du manioc évalués l'année dernière, seulement 8 ont survécu dans le champ de la plaine de Ruzizi. Ces 8 clones sont actuellement en réévaluation dans un champ d'essai à Kininya, situé dans le groupement d'Itara, à Ouvira. Donc les paysans sont ici aujourd'hui pour apprécier l'aspect général, les feuilles, tout ça, et nous dire quelles sont les variétés qu'ils aiment. Au cours d'une journée porte ouverte et d'évaluation participative, l'INERA, l'ITA et les SENASEM voulaient inciter les agriculteurs et producteurs de ce coin du pays à apprécier les variétés pouvant répondre favorablement dans la plaine de Ruzizi. Avec ces problèmes de maladie, il fallait chercher les variétés qui tolèrent la maladie ou qui résistent à la maladie. Et avec le projet CBSD, financé par l'USAID, exécuté par l'ITA, ils ont amené 30 variétés. Aujourd'hui, on a amené les ménages agricoles, les mamans, les agriculteurs, pour qu'ils choisissent parmi les 10 quels sont les meilleurs. Les agriculteurs ont émis le vœu de voir d'ici peu les variétés choisies mises à leur disposition afin de procéder à leur multiplication à la saison culturelle prochaine qui commence au mois de septembre 2021. Et puis cet atelier d'évaluation du projet intégré des croissances agricoles dans les Grands Lacs. Images et commentaires. La délégation du gouvernement congolais, de la Banque mondiale et de la coordination nationale du projet Picagel poursuit sa mission d'évaluation des activités menées par le partenaire de ce projet Picagel au Sud Kivu. Cette délégation séjourne à Bukavu du 18 au 23 juin pour procéder à la revue de l'état d'avancement global du projet conduit du 28 octobre au 6 novembre 2020. Le 21 juin, la délégation a visité quelques sites des partenaires Picagel du territoire de Kabaré, notamment les champs fourragers des 2 bénéficiaires, les champs d'éboutures dans la plantation Ponzi. Sur le plan infrastructure, elle a visité les bâtiments des divisions provinciales de l'agriculture, pêche, élevage et développement rural déjà réhabilités.
le laboratoire du CRCN de Luiro, le laboratoire de l'INERA Mulungu en cours de réhabilitation et une unité de transformation du lait Bio-Kivu ainsi que la provenderie et l'écloserie des Kachoucha. Pour les infrastructures routières exécutées par l'UNOPS, la délégation a visité les travaux de réhabilitation en cours sur l'axe routier Amsar, Birava, Mouchouechoué. Elle a clôturé sa tournée par l'UTA Kalambo où elle a visité différents laboratoires AlphaCef, pédagogie, phytopathologie et multiplication rapide des cultures. Avec une enveloppe de 152,7 millions de dollars américains, dont 150 millions sur le crédit IDA et 2,7 millions un don japonais, Picagel voulait toucher 200 000 ménages, réhabiliter 540 km de routes et dessertes agricoles dans les corridors Ouvira, Fizi, Kalemi. L'unité, une valeur indispensable pour booster les développements de province, d'où cet appel à l'unité et à la cohésion de l'évêque de Cabinda aux filles et fils de cette partie de la République démocratique du Congo. Le diocèse de Cabinda dans la province de Lomami connaît un retard déplorable dans son essor suite aux conflits tribalo-ethniques. L'évêque du diocèse a fait ce constat 9 mois après son investiture. En séjour à Kinshasa, Félicien Tambwe Kassembe sensibilise les filles et fils de son diocèse en général et ceux de Lomami en particulier à la réconciliation et à l'unité sans lesquelles le développement est impossible dans cette partie du pays. Nous avons besoin de faire quelque chose chez nous pour alléger un tant soit peu les conditions de vie de notre population. Mon premier voyage pastoral m'avait conduit vers Lusambo. J'ai vécu ce que je n'avais jamais vécu dans ma vie. Parcourir 60 km en plus de 30 heures, sans dormir, sans se reposer. Ça concerne aussi Cabinda. Les 40 km en partant de Cabinda vers Mbujimaï, ou les 40 km en partant de Mbujimaï avant d'arriver à Cabinda, sont un casse-tête perpétuel. Nous ne savons pas quand ça sera la fin. Réagissant aux propos du prélat catholique, l'honorable professeur Adolphe Lomanou a reconnu que l'arrière-pays était abandonné et que maintenant les rationner pour que tout le monde s'y implique. De Cabinda qui est à cheval entre 3 provinces puisse effectivement contribuer au développement. Et de tous les temps, j'ai dit à Monseigneur que moi je vous soutenais, je suis parmi et je vous compte parmi les acteurs de ce développement-là. Moi et ma famille, nous sommes très engagés pour l'accompagner. Mais nous ne l'accompagnons pas comme si c'était lui l'acteur principal. Nous sommes tous des acteurs de tout le temps que vous êtes parmi les acteurs potentiels du développement de cette contrée-là. Restez en position d'écoute. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 16h. Dans notre temps, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur nos antennes.